Jean-Pierre. La vitre arrière de sa berline s'abaissa et il me fixa droit dans les yeux. Le lait infantile pour mon fils, Léo, était presque épuisé. C'était la seule raison pour laquelle je me trouvais dehors, par ce froid de canard, agrippé au guidon d'un vieux vélo d'occasion dont le pneu avait crevé dès que j'avais passé le pas de la porte. Avec Léo attaché étroitement contre ma poitrine dans un vieux porte-bébé, je continuais d'avancer à pied sous son regard silencieux. Mon mari, Thomas, était en mission à l'étranger au sein de l'armée française. Pendant ce temps, je vivais chez mes parents, avec ma sœur cadette, Manon. Mais cet endroit n'avait jamais été vraiment le mien. Mon indépendance m'avait été systématiquement retirée, et tout, de la manière dont j'élevais mon fils à chacun de mes faits et gestes, était placé sous le contrôle de ma famille. Le symbole le plus cruel de cette domination était la voiture, une Mercedes-Benz grise que mon grand-père m'avait offerte pour célébrer à la fois mon mariage et la naissance de Léo. On ne m'avait jamais permis de toucher une seule fois aux clés de cette voiture neuve. Tu viens de devenir maman et tu es épuisée. Il est plus logique que ta sœur l'utilise pour que la voiture ne s'abîme pas à rester au garage, m'avaient dit mes parents. Et tout ce qu'on m'avait donné, c'était ce vieux vélo rouillé. L'apparition soudaine de mon grand-père était totalement inattendue. Il semblait avoir tout compris avant même que je ne prononce un mot. Ses yeux allaient et venaient entre mon expression totalement épuisée, son arrière-petit-fils dans mes bras et le vélo miteux à mes côtés. En réponse à sa question, j'ai répondu d'une voix tremblante, ce qui fut mon premier acte de résistance, je n'ai que ce vélo. C'est Manon qui conduit la Mercedes. Ces mots ont tout changé. Toute expression disparut du visage de mon grand-père et je pus voir une fureur profonde s'installer dans son regard. Sans dire un mot, et fit simplement un signe au chauffeur. La portière s'ouvrit. C'était la première porte me menant hors de cette situation sans espoir. À partir de ce moment, ma contre-attaque et la nôtre commença. C'est le récit de mon combat aux côtés de mon fils pour récupérer tout ce qui nous avait été volé. Alors que je m'enfonçais dans le siège arrière de la voiture de mon grand-père, l'air chaud enveloppa mon corps gelé. Léo dormait paisiblement dans mes bras, respirant doucement. Le simple fait d'être physiquement coupé du monde glacial extérieur me fit lutter pour retenir mes larmes. Le vélo fut abandonné dans la neige, comme un symbole de mon ancien moi. Mon grand-père ne posa aucune question immédiatement. Alors que la voiture s'élançait silencieusement, il se contenta de fixer mon profil en silence. Ce silence pesait plus lourd que n'importe quel interrogatoire. Finalement, il parla. « Chloé, il ne s'agit pas seulement de la Mercedes, n'est-ce pas ?» Ces mots transpercèrent mon cœur. La peur refit surface. Je connaissais mieux que quiconque les conséquences d'un affrontement avec mes parents et ma sœur. Il m'avait étiqueté comme ingrate et mentalement instable, et l'avait même rapporté à mon mari. Si je disais la vérité, il pourrait essayer de m'enlever Léo aussi. Mais les yeux de mon grand-père semblaient voir clair à travers mes hésitations. Son regard se tourna vers Léo dans mes bras. Cette minuscule présence me donna le courage final dont j'avais besoin. L'avenir de cet enfant ne devait jamais être régi par cette maison. Grand-père, ce n'est pas seulement un problème familial. C'est un crime, dis-je, non plus d'une voix tremblante, mais d'un ton calme, posé et inébranlable. Je ne rapportais que les faits, de manière concise et sans embellissement, la Mercedes qui m'avait été retirée, mon courrier qui était géré sans mon consentement, et la série de retraits suspects sur mon compte bancaire personnel que je possédais depuis avant mon mariage. On m'avait dit que, comme je me remettais mal de l'accouchement, ma mère s'occuperait des courses et des besoins quotidiens, et j'avais donc confié ma carte, mais les montants retirés étaient bien trop élevés pour être considérés comme des dépenses courantes. À mesure que je parlais, ma voix reprenait de la force. Chaque fait m'obligeait à reconnaître à quel point ma situation était anormale. Mon grand-père écouta en silence jusqu'à la toute fin. Quand j'eus fini de parler, et ne dit qu'une seule chose au chauffeur, direction le commissariat. Sa voix était aussi froide que la glace, remplie d'une résolution inébranlable. « Grand-père, s'il te plaît, attends » me surpris-je à crier avant de pouvoir m'arrêter. Ne serait-ce pas trop ? Que arriverait-il à mes parents, peu importe ce qu'ils m'avaient fait ? La peur d'accuser ma propre famille de s'en prit le dessus. Mon grand-père me serra fermement la main. « Chloé, écoute-moi bien.
Ils utilisent le mot « famille » comme un bouclier tout en volant ton avenir et celui de Léo. Ce n'est plus une affaire de famille. Comme tu l'as dit toi-même, c'est un crime clair et indéniable. Et sois tranquille, à partir de cet instant, toi et Léo êtes sous ma protection. Ces mots étaient exactement ce que je rêvais d'entendre depuis si longtemps, mais que personne ne m'avait jamais dit. D'accord, allons à la police. Je devrais aussi engager un avocat et me battre. S'il te plaît, veux-tu m'aider? Ce n'était pas un plaidoyer. C'était une déclaration de ma résolution adressée à un partenaire qui se battrait à mes côtés. Mon grand-père me regarda avec surprise, puis un sourire fier se dessina lentement au coin de ses lèvres. C'est bien ma petite fille. Bien sûr, j'utiliserai tous les moyens à ma disposition. Au moment où j'entendis ces mots, quelque chose qui était resté tendu en moi se brisa enfin, et une unique larme traça son chemin sur ma joue. C'était la dernière larme de faiblesse que je verserais dans cette histoire, et en même temps, la première larme de notre contre-attaque. Jamais auparavant un endroit comme un commissariat ne m'avait semblé aussi intimidant. Si mon grand-père n'avait pas été à mes côtés, j'aurais peut-être fait demi-tour à l'entrée. Quand la voiture s'arrêta sur le parking, mon grand-père me dit « Attends ici un instant » et passa un seul appel bref sur son smartphone. Son profil affichait le visage d'un négociateur froid et impitoyable, le même homme qui était devenu multimillionnaire dans le monde des affaires. « Chloé, il n'y a rien à craindre. La personne que je viens d'avoir au téléphone est ton avocat. Il soutiendra toutes nos actions sur le plan juridique. » Ces mots me donnèrent un sentiment de réassurance, comme si l'on m'avait remis un bouclier invisible. Nous sommes entrés dans le bâtiment, avons brièvement expliqué la situation à l'accueil et avons été immédiatement conduits dans une salle privée. L'officier qui s'est occupé de notre dossier était une policière expérimentée. Son regard portait un ton quelque peu procédural, comme si elle traitait une énième dispute domestique ordinaire. « Alors, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Encouragé par ces mots, j'ai commencé à parler. Au début, ma voix tremblait. J'étais sur le point d'accuser mes propres parents et ma sœur d'être des criminels. Cette réalité me serrait la gorge de culpabilité. Mais le poids de Léo dans mes bras m'obligea à continuer. Je devais protéger l'avenir de cet enfant. Alors que je passais de l'histoire de la Mercedes à une explication détaillée du flux suspect d'argent de mon compte bancaire, le regard procédural disparut de son visage. Elle commença à bouger son stylo plus vite, me lançant parfois des questions tranchantes. « Vos parents vous ont-ils donné une explication pour ces retraits? Ils ont seulement dit que c'était pour les dépenses de la famille. Avez-vous personnellement reçu assez d'argent pour couvrir vos propres frais de subsistance? Non, on me disait toujours qu'il n'y en avait pas assez. » Mon grand-père, qui avait écouté l'échange, intervint calmement. « Madame l'officier, ce n'est pas le seul problème. J'ai fait don à ma petite fille d'un fonds de placement de 150 000 € pour son avenir et celui de son enfant. Les documents auraient dû lui être envoyés également. Chloé, qu'est-il devenu de cet argent? » Au mot de mon grand-père, j'ai lentement secoué la tête. « Quoi? Je n'ai jamais vu une telle somme ni aucun document de ce genre, pas même une fois. » Dès qu'il entendit ma réponse, l'expression de mon grand-père se figea. Il se tourna non pas vers moi, mais vers l'officier, et parla d'une voix basse. « Je pense que vous comprenez maintenant. Il y a un très fort soupçon qu'ils aient dissimulé l'existence même de ces 150 000 € qui auraient dû revenir à Chloé et qu'ils y aient également effectué des retraits illégaux. » Avec cette seule déclaration, l'atmosphère dans la pièce changea complètement. Les yeux de la policière se durcirent d'intensité. Ce n'était pas un simple différend financier entre parents et enfants. C'était un cas d'exploitation calculé et malveillant. Elle semblait pleinement convaincue de ce fait. Quand tous les témoignages furent terminés, l'officier posa son stylo et me regarda droit dans les yeux. « Merci. Je suis désolé de vous avoir fait revivre quelque chose d'aussi douloureux. Nous avons officiellement accepté votre plainte. Nous allons immédiatement ouvrir une enquête criminelle pour suspicion de vol et d'abus de confiance. » Ces mots signifiaient que l'immense pouvoir de la loi avait enfin pris mon parti. Quand nous avons quitté le commissariat, le ciel avait déjà commencé à s'obscurcir. Nous sommes montés dans la voiture de mon grand-père et nous sommes dirigés vers son domaine. C'était dans une direction complètement opposée à la maison où vivaient mes parents.
Grand-père, que va-t-il se passer maintenant? Ma voix tremblait d'anxiété. Nous agirons conformément à la loi. C'est tout. La réponse de mon grand-père était concise. Pourtant, dans ces quelques mots résidait un poids qui suggérait qu'il avait anticipé chaque issue possible. L'avocat viendra te voir demain matin à la première heure. Et il y aura une autre personne également, un expert comptable spécialisé dans la criminalité financière. Il retracera minutieusement le flux d'argent. Nous découvrirons tout ce qu'ils ont pris. Jusqu'au dernier centime. Il n'y avait plus aucune trace de réconfort dans ses paroles. C'étaient les déclarations puissantes d'un commandant se préparant à la guerre à venir. Peu de temps après, la voiture franchit les grilles du domaine de mon grand-père, un endroit que j'avais visité de nombreuses fois enfant. C'était un havre de paix pour mes souvenirs, rempli de la chaleur d'une cheminée et de l'odeur des vieux livres. Le personnel nous accueillit discrètement et nous guida vers une chambre où un berceau avait été préparé pour Léo. Après avoir couché Léo dans le lit, le fil de tension tendu en moi se brisa enfin, et je m'effondrai sur le canapé. En plus du soulagement, une vague d'une colère intense m'envahit. Je devrais me préparer à affronter mes parents et ma sœur dans une salle d'audience. Il n'y avait aucune chance qu'ils restent silencieux et acceptent cela. As-tu peur? Mon grand-père, qui se tenait soudainement à mes côtés, me demanda doucement. Non, je ressens juste de la colère et je pensais à ce qu'il pourrait faire ensuite. En entendant cette réponse, mon grand-père hocha la tête avec satisfaction. Chloé, écoute bien. Ce n'est pas un combat que tu as commencé. C'est une guerre qu'ils ont initiée. Et pendant la guerre, la pitié est inutile. Reste près de Léo ce soir et repose-toi bien. Demain, notre contre-attaque commence. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, j'ai pu dormir profondément du fond du cœur. Léo, s'adaptant peut-être rapidement à ce nouvel environnement, dormit paisiblement toute la nuit sans se réveiller une seule fois. Le calme et la sécurité du domaine de mon grand-père apaisèrent nos esprits et nos corps épuisés. Cependant, cette paix ne dura pas longtemps. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que mon smartphone vibrait sans relâche. L'écran était rempli d'un nombre incroyable d'appels manqués et de messages. Chacun d'entre eux provenait de mon père, de ma mère et de ma sœur. Quand j'ai ouvert les messages, j'ai senti mon cœur se glacer. Au début, ils étaient remplis d'une fausse inquiétude. Chloé, où es-tu? Est-ce que Léo va bien? Ne disparais pas sans rien dire. Tu nous fais inquiéter. Mais alors que je continuais à faire défiler, le ton des messages commença progressivement à révéler leur véritable nature. Tu es une mère irresponsable. Ramène le bébé ici immédiatement. Qui diable t'a mis des idées aussi stupides en tête? Alors que les messages passaient progressivement de l'inquiétude aux menaces pures et simples, mon cœur se remplit d'une colère froide et brûlante. Ils croyaient toujours que j'étais aussi impuissante qu'auparavant. Cette arrogance était impardonnable. Et puis le message de ma sœur fut celui qui me blessa le plus. Maman et papa sont vraiment inquiets maintenant que tu es parti. S'il y a eu un malentendu, je veux que tu nous parles. Mais si tu continues à agir de manière aussi égoïste, je n'aurai peut-être pas d'autre choix que de témoigner que tu es mentalement instable et pas en état d'élever un enfant correctement. Je ne veux pas faire ça, pourtant. C'était une menace indéniable, portant le masque de la gentillesse. En même temps qu'ils essayaient de comprendre où j'étais, ils avaient commencé à construire un faux récit pour le public et pour mon mari, que Chloé était devenue mentalement instable et avait disparu avec son enfant sans consulter personne. Une peur glaciale m'envahit une fois de plus. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte et mon grand-père entra dans la pièce. Voyant la tension sur mon visage, il demanda doucement, « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai tourné l'écran de mon smartphone vers lui, « Regarde, s'il te plaît. » Ils viennent de m'envoyer la preuve parfaite. Après avoir lu les messages, mon grand-père s'autorisa un léger sourire pour la première fois. « Chloé, la peur est leur arme. Et il semble que tu aies déjà commencé à comprendre comment ils l'utilisent. » Alors que ces mots m'aidaient à retrouver un peu de calme, les deux hommes promis arrivèrent au domaine exactement à l'heure prévue. L'un était l'avocat que mon grand-père avait décrit comme l'un des meilleurs du pays, Maître Lefebvre. L'autre était un expert comptable spécialisé dans la criminalité financière, Monsieur Morel.
Ils formaient l'équipe professionnelle assemblée pour la bataille qui allait commencer. Maître Lefebvre était un homme au regard aiguisé, l'image même d'un esprit juridique brillant. Il lut d'abord tous les messages que mes parents avaient envoyés sur mon smartphone, puis hocha la tête en silence. C'est un cas d'école de contrôle coercitif. Ils instillent la culpabilité chez la victime et la poussent vers une détresse psychologique. C'est un comportement que les tribunaux détestent le plus. Ils ne réalisent même pas qu'ils creusent leur propre tombe. Ensuite, M. Morel s'assit en face de moi. Fidèle à sa profession d'expert en chiffres, il commença à poser des questions d'un ton extrêmement neutre et professionnel, dépouillé de toute émotion. « Madame Chloé, concernant le compte bancaire que vos parents géraient, vous souvenez-vous avoir jamais signé une procuration ou un document déléguant des droits d'accès ? » Non, pas une seule fois. Et le fonds de 150 000 € que votre grand-père vous a offert ? Même situation, n'est-ce pas ? Oui. On ne m'a même pas dit qu'il existait. Après avoir entendu mes réponses, M. Morel commença à taper sur les touches de son ordinateur portable. Nous avons déjà obtenu des ordonnances judiciaires exigeant la divulgation complète de toutes les institutions financières concernées. Nous traquerons chaque flux d'argent jusqu'au dernier centime, qui l'a retiré, quand, où et dans quel but, et même la destination finale de ces fonds. Tout. Leur compétence professionnelle me donna un immense sentiment de réassurance. Ce n'était plus un récit émotionnel de vengeance personnelle mené par moi seul. C'était la récupération légitime de mes droits, fondée sur des faits inattaquables, la loi et les chiffres. Cet après-midi-là, le premier rapport urgent de M. Morel, l'expert comptable, arriva. « Chloé, s'il te plaît, écoute attentivement et essaie de ne pas être choquée. De ton compte bancaire personnel et du fonds de placement dont tu n'as jamais été informé, près de 80 000 € ont été retirés illégalement au total. Nous avons confirmé des dépenses pour des rénovations dans la maison de tes parents, des achats d'articles de luxe pour ta sœur, et même le paiement d'une croisière sur un paquebot de luxe. » J'ai eu le souffle coupé. Ma mère avait dit que c'était seulement pour faire les courses pour Léo et les dépenses alimentaires quotidiennes. Le mensonge et l'ampleur de leur cupidité cachée en dessous me firent brûler de rage. Le chiffre de 80 000 € était si lourd qu'il en perdait presque son sens de la réalité dans mon esprit. Ce n'était pas seulement une perte financière. C'était une trahison complète de la part de ma famille et une profanation de l'avenir de mon fils et du mien. Mon corps tremblait de colère et aucune larme ne venait. Maître Lefebvre écouta calmement le rapport de M. Morel, mais une étincelle de colère brûlait dans ses yeux. « Chloé, appeler cela simplement du vol ou de l'abus de confiance serait bien trop indulgent. Cela constitue un abus de biens sociaux, une fraude financière et plusieurs délits graves. Ce sont des actes criminels extrêmement malveillants. En parallèle de la poursuite des dommages et intérêts aux civils, nous envisagerons également de déposer une plainte pénale auprès du procureur de la République. » Des poursuites pénales. Les mots me coupèrent le souffle. Cela signifiait qu'il y avait une réelle possibilité d'envoyer mes propres parents et ma sœur en prison. Pendant un bref instant, l'hésitation traversa mon esprit. Mais quand je repensais à ce qu'ils avaient fait, c'était la conséquence qu'ils méritaient. Ils avaient essayé de tout me prendre, ils devaient faire face aux conséquences juridiques. Ce soir-là, la situation s'est encore aggravée. L'interphone du domaine de mon grand-père sonna. Sur le moniteur apparurent les visages de mes parents et de ma sœur. D'une manière ou d'une autre, ils avaient finalement réussi à retrouver cet endroit. « Chloé, nous savons que tu es là-dedans. Sors immédiatement. » Le cri furieux de mon père résonna dans l'interphone. Ma mère jouait une scène en s'effondrant en larmes tandis que ma sœur baissait la tête comme une héroïne tragique. Ce que je ressentais en regardant leur acte ridicule n'était pas de la peur mais du mépris. Mon grand-père ordonna à un membre du personnel d'appeler la police presque au moment exact où je sortais mon smartphone et commençais à enregistrer une vidéo. « Grand-père, regarde, s'il te plaît, » dis-je calmement, continuant d'enregistrer. Tout comme Maître Lefebvre l'avait prédit, ils sont venus ici et ont créé de leurs propres mains des preuves irréfutables de harcèlement et de traque. Observant mes paroles et mes actions, mon grand-père posa une main sur mon épaule avec une expression de fierté et parla doucement. « Oui, exactement. Chloé, tout ira bien maintenant. » Il ne fallut pas longtemps avant que la police n'arrive, adresse un avertissement strict à mes parents et à ma sœur, et leur ordonne de ne plus jamais s'approcher de cette propriété.
Après qu'ils eurent été renvoyés par la police, j'ai immédiatement envoyé la vidéo enregistrée à Maître Lefebvre. Grand-père, comment ont-ils su que j'étais ici? Mon grand-père fixa les flammes de la cheminée et répondit calmement, ils ne le savaient probablement pas. Ils ont plutôt paniqué et conclu que c'était le seul endroit où tu pouvais aller. S'il y a quelqu'un qui peut te donner le pouvoir d'échapper à leur contrôle, c'est moi seul. Ils craignaient cela, en même temps, ils n'avaient pas d'autre choix que de tenter le coup. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui n'était pas une stratégie calculée. Ce n'était rien de plus que le hurlement de loup dont la proie s'est échappée. Cependant, Maître Lefebvre analysa l'incident sous un angle différent. En examinant le rapport de police, il dit avec une expression sévère, « Certes, leurs actions étaient impulsives, mais en même temps, cela montre qu'ils sont tellement acculés et dangereux qu'ils ignoreraient complètement les avertissements légaux. Il est fort possible qu'ils agissent de manière encore plus imprévisible à partir de maintenant. » Puis il se tourna vers moi, « Chloé, tu devrais informer ton mari de cette situation. S'ils essaient de reprendre contact, ce sera probablement avec ton mari à l'étranger. Il pourrait lui dire, ta femme est devenue mentalement instable et a enlevé l'enfant. Il y a de très fortes chances pour cela. » Cette observation me fit sursauter. J'avais alors raconté à mon mari, Thomas, des fragments de ce qui se passait jusqu'à présent. Mes parents exploiteraient sûrement la bonne volonté de Thomas et son amour pour moi afin de le rallier à leur cause. Si cela arrivait, la situation deviendrait encore plus compliquée. Je vais l'appeler en vidéo ce soir, dis-je avec détermination. Je lui dirai toute la vérité avec mes propres mots. C'était la prochaine épreuve que je devrais surmonter. Prenant en compte le point de vue de Maître Lefebvre, j'ai exprimé une autre inquiétude, et pour l'argent qu'il reste sur mon compte? Pourrait-il tout retirer? À ce moment-là, Maître Lefebvre détendit légèrement son expression pour la première fois, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour cela, Chloé. Immédiatement après avoir déposé la plainte à la police hier, nous avons demandé une ordonnance d'urgence de conservation des actifs auprès du tribunal, et elle a déjà été approuvée. Tous tes comptes sont désormais légalement gelés et entièrement protégés afin que personne, à part toi, ne puisse y accéder. Monsieur Morel ajouta à son explication, ils ne peuvent plus déplacer un seul centime de tes comptes. L'une des raisons pour lesquelles ils se sont présentés physiquement ici est que nous les avons déjà privés d'argent, leur outil de contrôle le plus puissant. Ce fait m'apporta un soulagement profond du fond du cœur. Ma contre-attaque n'était pas seulement guidée par l'émotion. Des professionnels du droit et de la finance avaient régulièrement et de manière décisive coupé les lignes de ravitaillement de l'ennemi, discrètement et efficacement, sans même que je m'en rende compte. Cette nuit-là, j'ai raffermi ma résolution et passé un appel vidéo à Thomas, qui était stationné dans une base à l'étranger. Au fur et à mesure que mon histoire se déroulait, l'expression de son visage passa du choc à la confusion, puis à une colère sourde et bouillonnante. « Attends, Chloé. » Thomas hésita une fois, visiblement en conflit. « Ta mère m'a dit que tu étais juste un peu instable à cause de la fatigue postpartum. » Thomas, écoute. Je l'ai coupé et lui ai raconté les faits que Monsieur Morel avait découverts. Ils ont utilisé 80 000 € de mon compte pour payer leurs dettes et leurs factures de carte de crédit. Ce n'est pas un délire dû à l'épuisement. Ce sont des faits qu'un expert comptable a confirmés. Après un long silence, Thomas laissa échapper un profond soupir. Ce qui s'installa dans ses yeux n'était pas du doute envers moi, mais une colère froide envers ceux qui avaient essayé de nous tromper. C'est impardonnable. Ils m'ont menti à moi aussi. Il parlait d'une voix calme et assurée, celle d'un soldat. Alors, que puis-je faire? Ces mots m'ont sauvé. Et me croyait. Tu me crois? Bien sûr, Chloé. Tu es ma femme, et ce qu'ils ont fait est inacceptable. Sa voix restait calme et forte, celle d'un militaire sans aucun doute. Je vais agir immédiatement. Je vais consulter le service juridique de l'armée et demander toutes les formes de soutien que nous pouvons fournir. Et s'il te plaît, transmets mes salutations à ton grand-père. Dis-lui que je lui suis reconnaissant de vous protéger, toi et Léo. Après avoir terminé l'appel, j'ai fixé l'obscurité au-delà de la fenêtre. Je n'avais plus peur de rien. Avec Thomas fermement à mes côtés, notre contre-attaque s'accéléra encore davantage.
Par l'intermédiaire du service juridique militaire, Thomas prépara une documentation prouvant que cette affaire constituait une exploitation malveillante de la famille d'un membre des forces armées et l'envoya à Maître Lefebvre. Il pensait qu'il ne trompait qu'une ménagère ordinaire. Ils allaient bientôt réaliser ce que signifie s'en prendre à la famille d'un soldat français. Cette documentation devint une arme puissante, renforçant la légitimité de notre dossier devant le tribunal. À partir du jour suivant, notre contre-attaque entra dans une nouvelle phase. Sous le commandement de Maître Lefebvre, les préparatifs pour une victoire décisive au tribunal commencèrent sérieusement, les preuves étant systématiquement assemblées pièce par pièce. De plus, son équipe découvrit une autre preuve décisive, le document légal officiel créé lorsque mon grand-père m'avait donné les 150 000 € comme don. Ce document stipulait clairement que le but des fonds était pour Chloé elle-même et pour l'éducation et l'avenir de son enfant. Les actions de mes parents étaient une violation indéniable de cet accord de confiance. C'est une preuve parfaite et irréfutable, dit Lefebvre avec confiance en tenant le document dans ses mains. Au tribunal, ils n'auront d'autre choix que d'admettre qu'ils se sont livrés à une conduite frauduleuse délibérée. Jour après jour, chaque nouvelle preuve rapportée amplifiait ma colère, tout en m'apportant un étrange sentiment de calme. Ce n'était plus un différend familial émotionnel. C'était un processus juridique dans lequel chaque preuve prouvait objectivement leur crime. Étape par étape, nous nous rapprochions d'eux. Le flux d'argent, les documents juridiques, les rapports de police et le soutien militaire, le château de mensonges qu'ils avaient construit était sur le point de s'effondrer. Le jour où toutes les preuves furent enfin réunies, Maître Lefebvre nous convoqua, mon grand-père et moi, à son cabinet. Sur la table s'élevaient des piles imposantes de dossiers épais. Ils étaient le symbole de notre fureur silencieuse. Tout est prêt, dit-il en ramassant l'un des dossiers. C'est la version finale de la plainte qui sera déposée auprès du tribunal judiciaire. Elle demande des dommages et intérêts, la restitution de tous les avoirs qui ont été illégalement retirés, et une ordonnance de protection permanente contre vos parents et votre sœur. Au moment où cette plainte sera acceptée et leur sera signifiée, la vraie bataille commencera. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Chloé, j'ai besoin de confirmer ta décision finale. Je n'ai pas hésité une seule seconde en réponse à cette question. Ce qui me vint à l'esprit fut le désespoir que j'avais ressenti par cette journée glaciale en marchant sur la route tout en tenant Léo dans mes bras. Je ne veux plus jamais revivre cela. Et je ne laisserai jamais mon fils le vivre non plus. S'il vous plaît, allez-y. Je vais me battre. Quelques jours plus tard, la plainte fut formellement acceptée et envoyée au domicile de mes parents par un huissier de justice. Cette seule feuille de papier provoqua une fissure profonde dans les murs de contrôle qu'ils avaient érigés. Et puis vint le jour du destin où je me suis tenue devant le palais de justice avec mon grand-père. J'avais confié Léo à une baby-sitter de confiance. Au-delà des lourdes portes se trouvait l'endroit où je romprais les liens avec mon passé. Prenant une profonde inspiration, nous sommes entrés. À l'intérieur de la salle d'audience, j'ai revu les visages de mes parents et de ma sœur pour la première fois depuis longtemps. Ils étaient accompagnés de leur avocat, mais l'arrogance qu'ils affichaient autrefois si ouvertement avait disparu. À la place, il y avait de l'épuisement et une anxiété indéniable. Quand nos yeux se sont croisés, ils ont maladroitement détourné le regard. En voyant cela, j'en ai eu la certitude, le rapport de force s'était déjà inversé, à partir de ce jour même. Bientôt, le juge entra et la salle d'audience fut enveloppée de silence. Mon cœur battait violemment. Pourtant, étrangement, je ne ressentais aucune peur. Le profil calme et résolu de mon grand-père assis à mes côtés me donnait du courage. Maître Lefebvre se leva et ouvrit calmement son argumentaire. L'acte final de notre contre-attaque avait commencé. La présentation des preuves par Maître Lefebvre fut impeccable. Les messages vocaux enregistrés de ma mère, où son ton changeait brusquement, et les rapports détaillés retraçant le flux d'argent exposèrent leurs mensonges les uns après les autres. La défense prétend que ces dépenses étaient pour les besoins de la famille. Maître Lefebvre désigna les relevés affichés sur l'écran avec un pointeur laser. Cependant, ce qui est listé ici est un sac à main de luxe acheté par la sœur cadette, 5 000 €. Et ici, des vacances en croisière de luxe dont ont profité les parents, 10 000 €.
Sont-ce vraiment des dépenses courantes qui devraient être utilisées au lieu de soutenir une fille s'occupant d'un nouveau-né? Un murmure bruyant parcourut l'assistance. Ma sœur se couvrit le visage et les lèvres de mon père tremblèrent d'humiliation. L'avocat de la défense tenta une dernière résistance. La plaignante n'était-elle pas dans un état mental instable à l'époque en raison d'une dépression postpartum? N'est-il pas possible qu'elle ait nourri des délires qui l'ont amenée à percevoir ses parents de manière négative? À cette question insultante, un frémissement parcourut la salle. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu clairement dans le micro, non, il est vrai que j'étais instable. Cependant, la cause n'était pas la dépression postpartum. C'était le résultat d'un contrôle psychologique et financier constant imposé par vos clients. Quand la dignité d'une personne est dépouillée jour après jour, n'importe qui deviendrait instable. Puis, de la barre des témoins, j'ai fixé mon regard directement sur les 3 personnes assises à la table des défendeurs. Je croyais que vous étiez ma famille, mais vous avez trahi cette confiance. J'ai désigné le rapport sur l'écran montrant le flux d'argent. Voici le relevé de paiement pour un sac de luxe de 5 000 € acheté par Manon. Ce jour-là même, j'ai dit à ma mère que je n'avais pas assez d'argent pour le lait de Léo. Et j'ai été réprimandée et on m'a dit que c'était parce que je gaspillais trop. Le jour où vous êtes parti pour une croisière à 10 000 €, je marchais sur une route glacée en poussant un vélo avec un pneu crevé. J'ai continué, ce que vous m'avez pris n'était pas seulement de l'argent. Vous avez pris la confiance et la dignité que j'aurais dû avoir en tant que mère et en tant qu'être humain. Vous m'avez traité comme une enfant impuissante et incapable et avez essayé de me convaincre que tout contrôler était une forme d'amour. J'ai fait une pause et j'ai regardé chacun d'eux dans les yeux, mais ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle et de l'exploitation. Je ne suis pas votre propriété. Je n'ai plus peur de vous. Ici, aujourd'hui, je romps les liens avec notre passé. Il n'y a plus de place pour vous dans notre avenir. Quand mes mots s'achevèrent, la salle d'audience fut enveloppée d'un silence complet, et mon père commença silencieusement à pleurer. C'étaient les larmes qui marquaient la fin de son contrôle. Quand mon témoignage fut conclu, la défense tenta de présenter une forme de réfutation, mais ces mots étaient faibles et ne touchaient plus personne. Devant la lumière écrasante de la vérité, chaque mensonge ne pouvait que reculer dans l'ombre. Une fois la procédure terminée, le juge ouvrit calmement la bouche. Sa voix était solennelle et dépourvue de toute émotion. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, ce tribunal rend le jugement suivant. Le juge s'adressa d'abord au flux d'argent. Le tribunal estime qu'il est clair que les défendeurs ont illégalement retiré un total de près de 80 000 € des comptes de la plaignante et les ont utilisés à leurs propres fins. En conséquence, les défendeurs sont condamnés à indemniser la plaignante pour le montant total indûment perçu, assorti des intérêts de retard applicables. Ensuite, la Mercedes-Benz, le tribunal estime également que les défendeurs ont possédé illégalement le véhicule offert à la plaignante par son grand-père. Le véhicule doit être restitué à la plaignante immédiatement. Enfin, le juge fixa mes parents et ma sœur d'un regard sévère. Le problème le plus grave est la maltraitance domestique, psychologique et financière que les défendeurs ont infligée à la plaignante. Cela constitue une forme extrêmement malveillante de contrôle coercitif qui a exploité la confiance inhérente à une relation familiale. Le juge fit une brève pause, puis rendit le verdict final. En conséquence, le tribunal émet par la présente une ordonnance de protection permanente interdisant aux défendeurs d'approcher la plaignante, Chloé, et son fils Léo. Toute violation de cette ordonnance entraînera une arrestation immédiate et une incarcération. Le marteau frappa et tout fut fini. J'ai serré fermement la main de mon grand-père. Puis j'ai expiré profondément et lentement. C'était le premier véritable souffle que j'étais capable de prendre du plus profond de mon cœur depuis plus d'1 an. Plusieurs mois plus tard, je tenais les clés de mon propre appartement dans ma main. Léo dormait sur le siège arrière, et dans mes mains se trouvait le volant de cette Mercedes grise. Avec le soutien de mon grand-père, notre nouvelle vie avait commencé tranquillement. Quant à ce qu'il advint d'eux, selon le rapport final de Maître Lefebvre, ils furent contraints de vendre leur maison afin de payer l'indemnisation ordonnée par le tribunal. Manon, privée de la Mercedes par décision de justice, ne pouvait plus maintenir son ancien train de vie luxueux. Leur réputation au sein de la communauté locale s'effondra, et leurs anciens amis s'éloignèrent tous, rompant complètement ces relations. Et les 3 personnes qui me contrôlaient autrefois,
ayant tout perdu, se retrouvèrent sans même un espace de respiration émotionnelle, passant désormais leur journée dans un petit appartement de location, se rejetant mutuellement la faute de leurs échecs. Le royaume de mensonges qu'ils avaient construit était si fragile qu'il s'écroula sous son propre poids. Je ne pense plus à eux. Devant moi se trouve le sourire de mon fils, que je dois protéger, et la chaleur du soutien indéfectible de mon grand-père. Plus jamais leur ombre ne s'étendra sur notre avenir. Le combat est terminé.